Vendredi 6 octobre, bienvenue à l'émission Les Différents. Mélanie Florent avec vous jusqu'à 10 heures. Ce matin, on a un sujet, je pense, qui va vous intéresser. Plusieurs vont être intéressés par le sujet parce que tout le monde travaille. Si j'aimerais ça citer, je pars rarement avec des citations, mais ce matin, on va partir avec ça. Richard Branson, on s'entend qu'il a quand même bien réussi en affaires, Monsieur Virgin. Il a dit une chose, si vous prenez soin de vos employés, ils prendront soin de votre entreprise. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça se peut être heureux au travail ou c'est vraiment irréel, c'est une utopie? Quand on pense que selon l'American Institute of Stress, qui relate que 75% des employés qui vont voir leur médecin, c'est pour du stress qui est lié à leur travail. En France, c'est 11% des employés seulement qui sont heureux de travailler. 58 sont là pour la paye et 31 sont complètement désengagés, malheureux. Ils sont pas là pour les bonnes raisons. Et moi, ça vient m'interpeller parce que j'aimerais ça vous en parler un petit peu. Si vous me suivez sur les différents, sur la page Facebook, je parle beaucoup de la page Intimidation au travail. Intimidation au travail, c'est qui? C'est moi qui est derrière ça. On commence à se connaître un petit peu plus depuis plus d'un an que je suis aux différents et je m'intéresse énormément à l'inclusion des gens au travail. Et c'est pour ça que ce sujet-là m'a interpellée. D'ailleurs, je vous invite, si vous voulez venir me dire un beau bonjour sur cette page-là aussi. Vous allez avoir toutes les informations. J'en ferai pas plus d'autopromo. Mais ça vous explique pourquoi ça m'intéresse. Puis, on passe au moins 40 heures par semaine, 35, 40, 50, 70 heures pour ceux qui ont beaucoup, beaucoup de travail ou même 2 emplois. Faut-tu être heureux à un moment donné? Est-ce qu'on peut être heureux? Donc, pour m'en parler, c'est pas moi l'experte du bonheur. Moi, je suis plus experte en intimidation. Donc, on va laisser la parole. J'ai Nathalie Fortin, qui est co-créatrice de Changement, et Geneviève Gagné, conseillère en transition de carrière. Bonjour à vous deux, mesdames. Bonjour. Pour commencer, pourquoi vous vous intéressez au bonheur au travail? J'aimerais ça vous entendre juste en partant là-dessus, le bonheur au travail. Moi, je m'intéresse à l'intimidation, vous au bonheur, on est complémentaires, mais pourquoi? Personnellement, comme conseillère d'orientation et conseillère en transition de carrière, c'est certain que je valorise qu'une personne trouve un emploi, un milieu de travail qui lui convient, qui convient à sa personnalité, qui lui permet de s'épanouir. Je trouve que d'être malheureux au travail, c'est une souffrance inutile. On peut vraiment trouver des façons d'améliorer notre milieu de travail, d'améliorer nos conditions, d'améliorer nos tâches. Ça, on va en parler un petit peu tout le long de notre entrevue. Mais c'est vraiment, je trouve que c'est une souffrance inutile. J'ai vu des gens, je l'ai vécu moi-même, le rentrer de reculons au travail, c'est tellement dur sur le moral, c'est tellement dur, c'est une lourdeur qu'on traîne dans toutes les sphères de notre vie ensuite. Ben oui, c'est ce que j'allais dire. Pourquoi pas favoriser notre bien-être dans une des sphères qui prend le plus de temps dans notre vie pour vraiment se sentir mieux, dans le fond, globalement. Et pour vous, Nathalie, co-créatrice de Changement, On va reparler de votre titre parce qu'il me titille un peu, il m'intrigue, oui. En fait, le bonheur au travail, moi, c'est toujours le constat qu'une entreprise, s'il n'y a pas d'humain à l'intérieur, elle est quoi comme entreprise? Elle fait quoi? Et je trouve inadmissible encore qu'en 2017, puis on va le dire encore en 2018, qu'on ne considère pas l'employé comme étant pas une ressource, mais quelqu'un d'important dans l'organisation et qui peut apporter. Donc, c'est pour ça que je m'en préoccupe. Mais j'ai tellement vu de gens, il y a 2 ans, là, avec les coupures budgétaires. Moi, j'ai perdu mon emploi, puis j'ai eu la chance de parler avec plein de monde et je me rendais compte que les gens, il y en avait beaucoup de malheureux au travail et qui ne trouvaient pas la signification de me rendre au travail, outre j'ai des congés bientôt, j'ai des vacances. Donc là, ça venait me chercher. La retraite s'en vient. Ça, je l'ai vu à 4 ans de la retraite, un homme avec qui je travaillais qui faisait des X
sur son calendrier parce qu'il s'en venait. Ça s'en venait, la retraite. Oui, mais c'est dans 4 ans. Oui, je l'ai vu fréquemment aussi, puis je l'ai vu même plus long que ça. Puis, en fait, moi-même, ma spécialisation, c'est justement la fin de carrière et la préparation à la retraite. Donc, moi, je trouve qu'il y a moyen de finir une carrière en beauté, autre qu'en mettant des X sur le calendrier, puis d'attendre que ça finisse. Ben oui. Puis à ce moment-là, même l'entourage en vient à faire des X sur son calendrier pour avoir hâte qu'on parte. C'est vraiment pas le type de relation de travail qu'on souhaite. Donc, je pense qu'il y a vraiment moyen d'exploiter nos forces, nos intérêts jusqu'à la fin, plutôt que juste s'avouer vaincu puis attendre que ça finisse. Là. Dans le fond, c'est pas faire du temps à aller travailler, c'est supposé être vraiment une occasion de se réaliser, puis ça répond en fait à différentes sphères. Là. Le travail, ça sert à se réaliser, ça sert aussi, ça nous donne un rôle social, une identité aussi. On peut avoir un rôle clé dans une organisation, ce qui peut être très, très valorisant. Ça donne un sens à notre vie aussi, ça nous donne un statut, en plus évidemment des avantages financiers ou de répondre à nos besoins financiers. Puis aussi, ça a un grand impact sur notre gestion du temps et de l'espace. Si on parle à des retraités, là, des fois, un mercredi peut ressembler à un dimanche et c'est pas facile. Donc, de prendre conscience de nos besoins par rapport à notre travail et de miser là-dessus, ça change beaucoup déjà notre perspective en partant. Bien, dans les points que vous avez énumérés, se réaliser, prendre sa place dans la société, tout ça, il y a l'argent aussi que vous avez nommé. Oui. Et j'ai l'impression, je ne sais pas si je me trompe, je suis quand même travailleur depuis quand même pas mal d'années aussi. Est-ce que c'est l'argent qui est en premier? On dirait que se réaliser, on dirait qu'on veut combler le besoin d'argent en premier pour payer nos comptes, puis on est dans un monde de consommation, on se le cachera pas. Et puis, j'apprends rien à personne. Mais est-ce que c'est celui-là qui est comblé en premier? Après, le bonheur viendra? En fait, c'est une nécessité, on ne se le cache pas, mais je pense qu'au-delà de ça, ce qu'on a vu, nous, dans des sondages qu'on a fait, tout ça, là, qu'on pourra traiter tout à l'heure, c'est vraiment pas la priorité. Puis on le voit de plus en plus, là, des sondages qu'on voit passer sur Internet et tout ça, ce n'est pas la priorité. Les gens ne se satisfont pas de rentrer, bon, ben OK, là, je fais 30 heures dans ma prochaine heure, puis c'est ce qui m'amène mon bonheur. Non, ça prend plus que ça. Ça prend plus que ça, mais malgré tout, ça vient jouer quand même. On va souvent accepter un emploi temporairement, ce qu'on appelle un emploi alimentaire pour régler les comptes, régler notre mode de vie, notre style de vie, au lieu de... Puis notre style de vie, après ça, ce que l'argent pourra donner, ben écoute, je vais donner un 30 heures, 40 heures semaine. Elle m'a donné un coup, puis après ça, en fin de semaine, on va se reposer. C'est là où est-ce que je vais faire mes passions, que je vais faire mes hobbies, ces choses-là. On dirait que l'argent, malgré tout, dans le concret, c'est beau dans le théorique, mais on dirait dans le concret, les gens font le contraire. Puis c'est là où je pense que ça crée un déséquilibre chez l'individu, là, en dedans de toi, quand t'es pas drivé avec ton entreprise, avec les valeurs de l'organisation. Je trouve que c'est difficile de rentrer puis de faire des belles journées et d'y avoir du plaisir. Parce que pour moi aussi, le bonheur, c'est d'avoir du plaisir dans ce que je fais. Il y a tout le temps quelque chose qu'on n'aime pas dans le travail. Ça, c'est clair, puis c'est correct. Mais quand tu as du plaisir à être avec qui tu travailles, avec ce que tu fais, et que les valeurs organisationnelles te rejoignent, tu es au bon endroit. Là. Et surtout, quand on t'y implique. Moi, je trouve que l'implication est drôlement importante. On va revenir à l'implication. J'aimerais qu'on parle aussi... j'aimerais vous poser la question directement. Là, on tourne autour du pot depuis tantôt, mais est-ce que ça se peut être heureux au travail, concrètement? Oui, non, ça se peut tout à fait, en fait. Pourquoi pas? Est-ce que c'est on en voit possible? des gens, et oui, c'est possible. En fait, nous-mêmes, on l'a sondé. On est allé, on a fait un sondage en ligne il y a 1 an et demi environ, je pense. Puis on a eu 156 répondants. Là-dessus, il y a 35 personnes qui disaient ne pas vivre de bonheur au travail. Donc, il y en a quand même 65% qui en vivaient. Je pense que oui, c'est possible, et c'est surtout possible de prendre notre pouvoir sur la situation et d'essayer de voir qu'est-ce qui peut favoriser notre bonheur au travail. Puis il y a la part de l'employeur là-dedans. Ce qu'on voyait aussi, c'est que c'est beaucoup de responsabilités partagées. Donc, oui, j'ai mon bout de chemin à faire en termes de perspective, en termes d'ouverture pour m'automotiver, pour trouver qu'est-ce qui
de quelle façon je vais me réaliser dans mon travail. Mais je pense que l'employeur doit aussi être à l'écoute des besoins de ses employés pour s'assurer que, ils sont bien au travail et qu'ils ont le goût de donner le meilleur d'eux-mêmes. Là, à ce moment-là, tout le monde est gagnant. Mm-hmm. Nathalie, de votre côté? J'étais partie ailleurs dans mes affaires. Pas grave. Mais oui, puis Geneviève a passé rapidement sur un mot, mais je pense que le côté personnel, qu'est-ce que moi je peux faire pour amener, comment je peux sensibiliser mon entourage? Je pense que oui, l'employeur a une responsabilité, mais il ne faut pas jeter tout le temps toute la responsabilité sur une personne. J'ai un rôle à jouer moi aussi, puis si je sens que je ne suis pas les valeurs, mais d'en parler déjà avec l'employeur, pourquoi pas? Se responsabiliser à propos de notre bonheur. Oui, exactement. C'est ça. Donc, ça appartient pas juste à l'employeur, mais je pense que c'est ça, en responsabilité partagée, je pense qu'il y a lieu de faire quelque chose de drôlement intéressant, là. Puis, du côté des employeurs, est-ce qu'on engage... beaucoup de gens, on les engage, bien, la majorité en fait, pour leurs compétences. On les engage en premier lieu pour ça, mais rendu sur le terrain, rendu au travail, quand on commence notre emploi, on devient plus exécuteur que impliqué. C'est là où est-ce que la coupure se fait. Est-ce que je suis la seule à remarquer ça? Non, malheureusement, c'est fréquent. Puis C'est moi-même, fréquent. pour avoir fait un passage au gouvernement, je trouve que les gens étaient beaucoup définis par des descriptions de tâches. Donc, je pense que c'est important d'aller voir au-delà de ça, d'aller chercher des richesses, parce que, bon, une tâche peut demander de faire une partie des compétences d'une personne, mais elle a sûrement beaucoup plus encore à donner à l'organisation. Puis c'est important d'aller chercher tout ça. La personne va se sentir beaucoup plus épanouie, va avoir le goût d'en donner plus, puis elle va se sentir dans ses forces, elle va se sentir valorisée. D'ailleurs, la reconnaissance est un aspect très, très important au niveau de la motivation et au niveau de l'implication. Puis l'employeur, à ce moment-là, est définitivement gagnant. Puis moi, j'allais ajouter, ta réflexion m'amenait vers une phrase de Steve Jobs, puis je vais la dire tout croche, je suis convaincue, mais c'est pas grave. Ah, mais c'est pas grave, on la rectifiera. À 3, on est capable. Qui disait, j'engage des gens compétents, mais pas pour leur dire quoi faire, mais pour qu'ils me disent comment faire, comment on doit faire idéalement ce travail-là. Donc, sinon, il le fera tout seul. Hein? Parce que ces études-là qu'on a fait, c'est le parcours qu'on a. Oui, il y a un parcours universitaire, il y a un parcours scolaire, mais on devrait peut-être prôner un peu plus aussi le côté relationnel, le côté humain, le parcours de la personne aussi. Je pense que ça devrait être un tout qui crée une expérience. Et après ça, on peut utiliser ces expériences de vie-là et expériences scolaires pour les mettre à profit pour nous faire évoluer en tant qu'entreprise, non? Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, en écoutant les employés, en allant chercher leurs idées, on va parler de façon tout à l'heure. J'arrête pas de remettre différents sujets de discussion, mais c'est vrai, ça va faire partie des méthodes qu'on va pouvoir prôner, mais en mettant à profit, en discussion, à chercher ensemble des solutions, des nouvelles façons de faire, comment s'améliorer, comment faire autrement aussi, pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre et différentes choses. Je pense que là, on peut aller chercher beaucoup de choses de la part de nos employés. On peut pas un employeur ne peut pas se mettre la pression d'avoir toutes les réponses. Deux têtes valent mieux qu'une, c'est pas nouveau. Donc, c'est pas à l'employeur à porter le fardeau de trouver toutes les solutions. Puis, je pense que justement, les employés souhaitent être impliqués. Fait que tout le monde en profite. Et est-ce que je me trompe ou est-ce que la nouvelle génération, les milléniaux, la génération Y aussi, qui sont sur qui sont sur le marché du travail, est-ce que eux souhaitent plus s'impliquer? C'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on dénote, en tout cas. Si on regarde dans certains secteurs d'activité, comme tout ce qui est le web, les médias sociaux, ces choses-là, les agences web, il y a beaucoup de milléniaux dedans, de génération Y. On voit cette façon de faire. Google est un bon exemple des Y qui s'accrochent à cette entreprise-là, qui a été dans les nouveaux
à proposer une façon de faire différente pour le travail, se sentent plus impliqués. Est-ce qu'on voit de plus en plus ça? Bien, on le voit, puis j'allais ajouter, je fais le parallèle avec nos jeunes qui sont maintenant à l'école, qui travaillent par projet, par gestion de projet, qui sont impliqués dans leur façon de travailler. Même nous, comme parents, on les implique dès leur jeune âge. Oui. Ça te tente-tu d'aller manger à ce restaurant-là ou d'aller là? Veux-tu faire telle activité? Les tâches Et aussi. les tâches. S'impliquer dans la maison. Oui, c'est ils vrai. arrivent au travail, et là, on change complètement la donne pour eux. Ça fait vraiment, excuse le mot, mais un clash dans leur tête où, mais là, maintenant, tu vas faire ça, puis parle pas, puis c'est par là que tu dois aller, puis... donc, pour eux autres, ça fait pas sens, là. J'ai même un de mes fils qui a changé quelques fois d'emploi à cause de ça, parce qu'on l'entend pas, on l'écoute pas, puis il a des bonnes idées, puis en fait, ils veulent pas nécessairement qu'on prenne leurs idées. Mais écoute-moi ce que j'ai à dire, puis écoute ce que je vois, puis qu'est-ce que j'entends, puis je peux comprendre que tu prendras pas ma solution parce que, pour plein de raisons qui appartiennent à l'organisation. Ça leur permet d'apprendre le pourquoi du non et du oui tout à aussi. fait. Oui, Tout à puis fait. ils l'ont vécu depuis qu'ils sont tout petits, donc ils sont habitués qu'il y en ait des non et des oui, là. Puis les jeunes, en fait, veulent comprendre. C'est pour ça, en anglais, on les appelle génération why Why. pour la Pourquoi? traduction de pourquoi. Ils veulent comprendre, en fait. Si on leur explique, je te dis non parce que ça peut pas fonctionner. Ah, j'ai tellement Mais- l'impression de faire partie de cette génération-là. Moi aussi. Oui, vraiment. On est une Les gang employeurs dans le ont tout à gagner à écouter les suggestions parce que même si il peut y avoir une idée qui est pas applicable, mais il peut avoir un fond dans l'idée ou une valeur à travers ça qu'on peut, à partir de laquelle on peut bâtir quelque chose. Puis même par rapport aux travailleurs plus aînés, plus expérimentés, les gens plus en fin de carrière ou même qui reviennent de la retraite, qui refont un passage sur le marché du travail, pour les retenir, eux, ils ont des besoins changeants aussi. Ils ont des conditions différentes dont ils ont besoin. Puis, ils reviennent pas nécessairement pour travailler à temps plein et se donner autant qu'ils se sont donnés dans le reste de leur carrière. Ils peuvent avoir des besoins physiques différents. Tout ça, ben, l'employeur doit être à l'écoute pour les garder. Et peut être aussi un rôle de mentor. Mentor Ça, entièrement. oui, tout à fait. Ça, Quand c'est, on parle de mémoire organisationnelle, là, on est tout à fait là. Vraiment. Alors, de mélanger les générations, c'est tout à fait bénéfique, si on peut en parler en long et en large, mais surtout l'employeur en étant à l'écoute de chacun de ses employés. Puis on vous demande pas là, de faire de la psychothérapie, les employeurs, puis de faire le tour, là, bon, prendre une demi-journée et de jaser avec chacun profondément de ses besoins, mais de créer des occasions d'échange, de créer des occasions pour entendre ce que vos employés ont à dire, ont à suggérer, de faire des séances de travail collectif, c'est grandement bénéfique. Tellement. Puis quand on parlait de milléniaux tantôt, ils vont souvent arriver avec des idées farfelues que nos aînés auront peut-être pas. Puis c'est normal parce qu'ils connaissent pas le milieu du travail, connaissent pas les conséquents, les aboutissants. Mais souvent, ces idées farfelues-là peuvent nous amener ailleurs complètement. Comme un enfant qui découvre le monde et voit des choses qu'on n'aurait pas pensé et pas vues. Puis c'est ce qui nous fait avancer même comme organisation. Donc, moi, je suis convaincue qu'on passe à côté de belles opportunités en n'écoutant pas les nouvelles idées, en créant pas avec les employés des façons de faire nouvelles. Et comme je disais tantôt, quand on reçoit cette proposition-là d'un nouvel employé ou de quelqu'un, il y a un regard extérieur. Entièrement. Et aussi, ça donne l'expérience, encore une fois, de comprendre comment l'organisation fonctionne et ça les implique par le fait même Tout à aussi. fait. C'est très formateur. Oui. Puis pour chacun aussi, là, ça fait toujours du bien de se refaire brasser les idées un petit peu, là, de ramener une autre perspective. Tellement, oui. Nathalie a une belle image avec un éléphant, si tu veux expliquer un petit peu l'analogie, puis je pense qu'en ayant chacun des perspectives différentes, on finit par avoir un portrait. Quand on vas-y. parle d'intelligence collective, moi, je travaille beaucoup avec l'intelligence collective, puis je pars d'une fable, je crois que c'est indienne ou quelque chose comme ça, c'est pas africaine, excusez. Donc, c'est les aveugles et l'éléphant. Donc, les aveugles, pour apprendre, vont aller toucher. Puis, on a 6 aveugles qui sont en train d'échanger entre eux par la suite pour se parler de ce qu'ils ont vu, de ce que c'est un éléphant. Donc, tu as le premier qui va dire, un éléphant, c'est comme un mur, c'est rugueux, ça ressemble c'est très dur et tout ça. On comprend qu'il touchait au flanc de l'éléphant. Un autre va dire, je suis d'accord avec toi, c'est rugueux, mais en fait, c'est plutôt comme une grosse colonne.
Donc, lui touchait à la patte de l'éléphant. Il y en a un autre qui dit « Ah, mais je suis plus ou moins d'accord avec vous. » Il dit « Je trouve que c'est souple, c'est rugueux, c'est chaud, c'est froid. » Donc, lui, il est à l'oreille de l'éléphant. Un autre, il va dire « Ben non, moi, je trouve que ça ressemble beaucoup plus à une corde. C'est très, très souple. Il est à la queue. » Un autre va dire « Ben oui, c'est souple, une corde, oui, mais une grosse corde. » Il est à la trompe. Puis le sixième qui dit « Mais vous êtes d'un patate. » Il dit « C'est doux, c'est lisse, c'est pointu, ça ressemble à une lance. » Lui est en train de toucher aux défenses de l'éléphant. Donc, c'est ça quand on parle de l'intelligence collective. On a chacun un morceau de l'organisation. Ouais. Et la personne qui est à la réception, le superviseur, le dirigeant, on a tous des regards différents. On a un angle d'approche différent. Donc... Non, je te fais c'est OK, c'est parce que je me demandais J'adore ce qui se cette passait. image-là, j'adore vraiment Ouais. cette image-là. C'est vrai, chacun détient une part de la vérité et une part du bon fonctionnement de l'organisation. Une question de perception, à c'est fait. carrément ça. Vraiment. On voit tout le temps une partie. Qu'est-ce qui fait qu'un employé versus un autre peut se sentir heureux au travail? Qu'est-ce qui fait la différence? On a parlé tantôt de responsabilisation, de se responsabiliser nous-mêmes en ce qui concerne notre propre bonheur, mais des fois aussi, ça vient de l'extérieur en même temps. Est-ce que c'est la tape dans le dos pour nos bons coups au lieu de la tape en arrière de la tête pour nos mauvais coups? Ou est-ce que c'est de dire bonjour, que le boss nous dise bonjour, des fois, ce serait bien, tu sais, qu'on sente une ouverture? Est-ce que c'est la liberté d'agir? Qu'est-ce qui fait la différence d'un employé qui est bien versus un qui se sent pas à sa place? Moi, pour avoir géré des équipes, ça a été beaucoup l'implication dans les décisions, l'implication dans les façons de faire. Donc, de leur donner le cadre dans lequel je les laissais patauger et en disant, ben comment tu ferais avec on a ça là, qui arrive, là, qu'est-ce que tu ferais, comment tu vois ça, il y a eu telle difficulté, qu'est-ce qui s'est passé, comment on pourrait faire autrement pour pas que ça revienne. Et cette implication-là était vraiment ce que les gens ont aimé de travailler avec moi. Ça a été vraiment, je vous implique, puis je vais mettre la main à la pâte aussi quand ça va être le temps. Et à l'inverse, je me souviens d'une à qui je disais souvent, t'as-tu une job, toi? Je pense que je vais t'engager. Puis c'est ça, de se faire dire, mais là, tu m'engages déjà. OK, excuse. Donc, d'encourager les gens, ils ont des bonnes idées, puis on peut-tu le dire quand c'est des bonnes idées? Oui. Il y a évidemment toute la question adéquation de l'individu dans son travail, dans son milieu de travail. En orientation, on fonctionne beaucoup avec les types de personnalités pour faire un bon fit, entre guillemets, là, entre l'employé dans un poste, dans un milieu de travail et tout ça. Donc, il faut que l'emploi nous corresponde. D'ailleurs, dans notre sondage, là, il y a 21% des gens qui disaient que le bonheur au travail, c'était lié à leur rôle et responsabilités qui étaient alignés à leurs intérêts, à leurs compétences et à leurs aspirations. Donc, si vous êtes un cercle, mais qu'on essaye de vous rentrer dans un poste, dans un milieu qui représente plus un carré, ben ça marche pas. Et même, je pourrais prendre l'image inverse, si vous êtes un carré, qu'on essaie de vous rentrer dans un cercle, ben il y a des coins qui seront pas exploités, puis ça fait partie de vous, puis vous serez pas bien dans votre milieu, ça fonctionnera pas bien. Donc, des fois, il y a des constats à faire, est-ce que je suis au bon endroit? Fait que, oui, c'est possible. À chaque moment, quand on se pose la question, est-ce que je suis bien au travail ou non? Puis là, j'espère que ça va inciter des gens à s'arrêter à la question. C'est de voir qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va moins bien, dans quoi je me sens bien et est-ce que je suis au bon endroit pour moi en ce moment? La question se pose. Puis je vous dis pas, là, attendez, levez-vous pas pour aller donner votre démission tout de suite, là. Ça peut être un questionnement qui est accompagné. Moi, je vous encourage, si vous vous posez des questions, justement, il y a des conseillers d'orientation, il y a toutes sortes d'aides que vous pouvez aller chercher pour bien approfondir la question. Si vraiment vous vivez un malaise, parce que ça peut être très, très grugeant aussi, là. Il y a des gens qui peuvent vivre des... Oui. Oh, oui, exactement. Ben, comme je disais tantôt, que la majorité, il y avait, c'est aux États-Unis, je crois, c'est 75% des employés qui vont voir leur médecin pour un stress relié au travail. Le stress, c'est large, c'est là. trop gros, c'est tellement trop gros. Aussitôt Alors, qu'on n'est pas bien, on stresse. Oui, aussitôt qu'on n'est pas bien, il y a un stress qui s'accumule. Alors, arrêtez-vous à ça en termes de symptômes, en termes de pistes de réflexion,
puis c'est important d'agir dessus. Des fois, on laisse passer les jours qui deviennent des semaines, qui deviennent des mois, puis des années, et les effets négatifs continue d'augmenter à l'intérieur de nous, continue à nous miner, puis ça finit par nous détruire. J'en ai vu des gens éteints, là. On parlait de gens qui font des X sur leur calendrier avant la retraite, mais des gens aussi qui sont pendant des années dans un poste qui leur convient pas. Ils sont éteints, ces gens-là, puis c'est malheureux. Je vous le dis, c'est une souffrance inutile. Et là, c'est la fille d'intimidation au travail qui parle et non l'animatrice, là. Et justement, c'est ce mal-être-là que souvent, qu'on veut puis je dis pas dans tous les cas, là, vraiment pas. C'est souvent là où est-ce que les gens vont commencer à taper sur la tête des collègues, sur la tête de ceux qui sont à la supervision, par exemple. Si eux autres sont au-dessus, j'aime pas cette image-là, mais bon, on comprendra que mon modèle d'affaires est pas le même que la majorité. Souvent, le superviseur, le supérieur va taper sur la tête de l'employé qui vient d'arriver ou qui est considéré comme étant plus bas que lui dans la hiérarchie. Donc, c'est souvent là où est-ce qu'on dénombre des cas d'intimidation et de harcèlement au travail. Donc, c'est pour ça que je disais tantôt, on travaille en complémentarité, même si moi, je m'occupe plus de la tâche difficile, où est-ce qu'il y a du harcèlement, où est-ce qu'il y a de l'intimidation, vous attardez plus au bonheur, mais au bout de la ligne, on se rejoint, on est exactement à la même place. Ce que je souhaite, c'est que les gens soient heureux dans leur travail. Excuse-moi, allez-y. Ben, c'était vraiment pour faire le lien. En fait, dans toute question d'intimidation ou des questions de conflit de travail, le dirigeant ou le gestionnaire a obligation d'agir. Puis on peut pas se dire ah non, c'est des enfantillages qui s'arrangent dans la cour d'école. C'est pas ça. Vous avez une obligation d'agir puis de vous assurer que le milieu est sain, que le milieu de travail est sain. Donc, allez chercher des ressources si vous savez pas comment le gérer. Allez chercher des ressources extérieures. Contactez Intimidation Travail. Tout à fait. On va vous donner un coup de main, puis je vais vous référer à Bonheur au travail. Mais c'est ça, aller chercher de l'aide, puis régler la situation. Vous avez un devoir de le faire, puis ça ne fait que s'envenimer. Oui, parce que ça crée des effets collatéraux, là. Exactement. Sur la vie personnelle, il y a des témoignages que j'ai entendus, des gens qui m'écrivent et qui disent ma vie familiale n'existe plus. Je me suis séparée par rapport au harcèlement, à l'intimidation, au fait que j'aime mon travail, mais l'environnement est pas agréable. C'est pas sain et ça en fait partie aussi. Tout à fait. Nous, on va prendre une pause. Déjà, on a une demi-heure de fête et puis j'aimerais ça vous demander si on a trop de hiérarchie, trop de structure en entreprise aujourd'hui dans notre modèle de vie qui change avec les réseaux sociaux, le télétravail, le coworking. Est-ce que il y a encore trop de hiérarchie? Donc, j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Ça vous va? Oui. À tout de suite. Vous êtes de retour à l'émission Les Différents. Mélanie Florent avec vous jusqu'à 10h. Il reste presque une demi-heure à passer à l'émission avec nous. On parle aujourd'hui en fait du bonheur au travail. Est-ce que ça existe? Est-ce que c'est une utopie? On parlait avant la pause d'intimidation, on parlait de harcèlement aussi. Du côté d'être impliqué dans une entreprise. Qu'est-ce qui fait qu'un employé est heureux? Qu'est-ce qui fait qu'un employé n'est pas heureux aussi? Et mes invités, je les ai avec moi. Ça me prend quand même les noms. Désolée, mesdames. Parce que c'est pas vos noms, mais c'est vos titres qu'il faut que je me rappelle. J'ai Nathalie Fortin qui est co-créatrice de Changement et on en parlera qu'est-ce que c'est dans quelques minutes. Et Geneviève Gagné, conseillère en transition de carrière. Bienvenue à vous deux. Bonjour. On parlait avant la pause, la hiérarchie. Il y a une image qui me vient en tête, c'est démontrer en fait qu'un employé qui a une liberté de décision, qui se sent responsabilisé, comme on disait,
qui sent pas le besoin d'exercer une pression pour se démarquer et de prouver qu'il est le meilleur. Il n'y a pas besoin d'écraser personne autour de lui pour montrer au patron, voici, je suis le meilleur, et devenir un exécuteur aussi. Ça aussi, ça peut seulement être exécuteur au lieu d'être impliqué. Ça fait du sens. Il est démontré que plus puis même ceux qui causent ces troubles-là, quand la hiérarchie est enlevée, c'est souvent ceux qui causent les troubles qui sont pas à leur place, qui ont un trop grand besoin de pouvoir, limite narcissique, qui s'en vont. Donc, c'est que ceux qui veulent être impliqués dans l'entreprise qui vont rester aussitôt que les structures sont enlevées. Et, par exemple, ça me rappelle chez Harley-Davidson en 80, quand il y a eu un nouveau dirigeant qui est arrivé, le syndicat qui était déjà en place a eu beaucoup moins de problèmes parce qu'il a enlevé la hiérarchie dans la place, a impliqué beaucoup plus les gens. Il y a une entreprise, et puis je vais mettre le lien de ce documentaire-là qui s'appelle Le bonheur au travail, justement. Et il y a une compagnie une fonderie, en fait, qui s'appelle Favi, c'est en France. Et eux, ils ont tout simplement pas de syndicat. Donc, eux, ils ont enlevé la hiérarchie. Tout le monde est impliqué. Ça peut être quelqu'un qui est aux ventes, qui va s'impliquer sur une ligne de montage ou quoi que ce soit, ou peu importe. Vous allez voir, je vais vous mettre le lien si ça vous intéresse. Là, c'est un très bon documentaire. Et ça change. Donc, je reviens à ma question. Est-ce qu'il y a trop de hiérarchie en entreprise? Moi, j'aime bien. Là, on a des preuves que ça a l'air à marcher quand il n'y en a pas. Moi, j'aime bien parler en images. Vous avez entendu tantôt ma petite fable de l'éléphant, mais là, je vous amènerai au théâtre. Au théâtre, on a une personne qui a le premier rôle, on a l'accessoiriste, on a le deuxième rôle, les deux troisièmes rôles, on a des accessoiristes, ceux qui s'occupent des lumières, la personne qui passe le balai, celle qui fait les costumes, les décors. Bref, tout le monde est important. Tout le monde a des rôles, un rôle, une responsabilité. Donc, qu'est-ce que ma responsabilité? Et si chacun prend sa responsabilité en main et qu'on lui laisse sa responsabilité, fais-le comme toi, tu es à l'aise. Mais réponds à tout le monde, à ceux qui ont besoin de toi, finalement. Ben, on est en business, là. Mais ça crée une communication qui manque souvent en entreprise. Oui, souvent, je pense que c'est le mot qui revient le plus souvent. La communication manque en entreprise. Tout à fait. Et la hiérarchie, est-ce que ça coupe cette communication-là, selon vous? Ça l'interfère, en tout cas. Donc, c'est ça, définitivement, ça interfère dans la communication, d'avoir de la hiérarchie, puis les employeurs qui ont tellement de pression, qui ont tellement de demandes de toutes parts, doivent eux-mêmes ont de la difficulté à voir comment ils peuvent en plus écouter leurs employés. Mais c'est vraiment des façons de faire différentes qu'on doit avoir. J'allais faire une question sur le rôle. Veux-tu compléter avant au niveau de la communication? Sur le rôle de... En fait, c'est que dans notre culture, c'est tellement ancré d'avoir la hiérarchie. On a, avec la génération des boomers, on s'est doté de plein de structures gouvernementales et tout le kit, ça allait bien à ce moment-là. Il y en avait du monde pour l'emploi, beaucoup de bureaucratie. Mais maintenant, on est à un modèle, on doit développer des modèles différents. On doit faire vraiment autrement avec le manque de pénurie, avec le manque de main-d'œuvre. Donc, je pense qu'en se dotant de structures différentes, plus aplanies, on peut vraiment arriver à une plus grande efficacité. Puis ça rend quand même, puisque c'est vraiment dans notre culture, la hiérarchie, ça peut amener un sentiment de vulnérabilité dans le fond de l'employeur, de s'ouvrir à faire, OK, là, je suis plus le grand boss, je suis qui là-dedans, c'est quoi mon rôle à moi? Puis en plus, la pression qu'il y a toujours eu de c'est toi qui trouves les réponses, c'est toi qui mènes, c'est toi qui dis quoi faire aux autres, ben ça peut amener vraiment un grand questionnement au niveau de son rôle, au niveau de son identité comme employeur. Mais ça, encore là, en étant accompagné, on peut amener les personnes à vraiment travailler autrement. Oui. Ben, il y a la compagnie Régitex qui est pas très loin, qui est à Saint-Joseph-de-Beauce.
Et la propriétaire, qui se nomme pas PDG et qui a fait le changement en 2012, Madame Lisa Fecteau, c'est maintenant une propriétaire d'entreprise et non la PDG. Et vous comprendrez qu'il y a 150 employés qui n'ont pas de patron. Elle a créé des cellules qui sont autonomes, y compris dans les finances. Et je l'écoutais dans une entrevue qui disait, mais je peux pas être partout. Donc, je fais confiance à nos gens. Tout à fait. C'est ça. Et il y a juste 2 employés qui sont partis. Depuis quand elle a fait ce changement-là, il y a seulement que 2 employés. Donc, elle, ce qu'elle dit, c'est que les employés sont autonomes, ils décident de leurs heures. Ça aussi, ça vient faire un gros changement. Tout à fait. Ça prend de la confiance. Il y a des gens qui m'ont écrit, qui me disaient, j'arrive 3 minutes en retard. Et je me fais dire que je me fais faire... Il y a une tâche dans mon dossier pour 3 minutes de retard. Ça se peut des fois. C'est pas des coupures carrément sur la paye. Sur la paye. Elle a enlevé les punchs. Elle fait confiance à son équipe finance. Ils ont leur budget, vont budgéter au travers ça. Et ça a vraiment changé. Il y a une autre compagnie que c'est les responsables de ces cellules-là. Je parle pas de Régitex, mais je parle d'une autre entreprise où est-ce que c'est les employés qui vont évaluer le rôle du dirigeant de la cellule et qui vont l'engager, oui. Mais qui vont engager même d'autres employés. Il y a des entreprises qui le font là, en ce moment. Donc, c'est entre eux autres. Il n'y a plus de groupe RH, mais où le groupe RH a un autre rôle dans l'organisation, mais et les employés... plus humaine que ressources, en fait, oui. Oui. Puis, il ne faut pas oublier qu'on travaille avec l'humain derrière tout ça, toujours. Puis dans l'attitude aussi, hein, quand on parlait tantôt de communication, si tu demandes à un employé, ben comment ça que tu n'es pas rendu dans tes objectifs, puis qu'est-ce qui se passe? Et ou si tu lui dis OK, t'es pas atteint, comment je peux faire pour t'aider? Donc, on est déjà... Au lieu de taper sa tête. Au lieu de taper, tu sais, qu'est-ce qui fait que tu n'y arrives pas là, en ce moment? Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider là, dans l'organisation? Donc, il peut y avoir plein de contextes, mais quand on essaie de se placer à la place de l'autre, on est déjà ailleurs, là. Vraiment. Complètement. Vraiment. Est-ce que c'est moi qui se trompe ou quelqu'un qui agit comme ça, qui va, par exemple, essayer de se mettre dans les souliers de l'autre personne, qui va essayer de comprendre et qui arrive dans une situation, dans une entreprise où est-ce que, je vais donner l'image moi aussi, mais moins belle que celle de l'éléphant, mais qui fait un peu comme on prend le petit chiot puis on y met le nez dans son pipi. C'est ça. De 1, à ne pas faire, mais de 2, autant pour le chiot que pour la personne. Mais ce que je veux dire, c'est la personne est malheureuse à ce travail-là. C'est clair. Oui. Un peu ce que je disais tantôt, là. Si je te demande comment je peux faire pour t'aider, qu'est-ce qui fait qu'en ce moment, on n'y arrive pas? Puis c'est peut-être hors de son contrôle, alors que si je suis en train de dire, ben là, tu n'arrives pas, qu'est-ce qui se passe? Puis là, de mettre des manquements. Je veux et j'exige. Oui, puis là, on n'est pas au même endroit, mais pas du tout, là, à ce moment-là. Même l'employé était beaucoup plus ouvert quand ton employeur te dit, ben comment je peux faire pour t'aider? Ben voici ce qui se passe, voici ce qui fait que j'ai du retard. Et là, ensemble, on va trouver des solutions. Puis ça se trouve, là, on en a tous des idées là, pour régler une problématique. Là. Puis encore là, des fois, les employeurs, quand ils entendent parler d'approches comme ça, ont des réticences. Il y a certains employeurs, je ne sais pas que tous, mais ils disent, ben là, je suis pas psychologue, moi, là, je suis pas là pour régler les problèmes familiaux de mon employé. C'est pas ça non plus. Il y a une ligne aussi jusqu'où vous pouvez aller, dans le fond. Puis ensuite, ben, c'est de référer l'employé au programme d'aide aux employés ou à d'autres sources externes pour l'aider à passer à travers une période difficile, par exemple. Mais la question est comment je peux t'aider au travail, comment je peux te donner le contexte ou la structure pour t'aider à passer à travers cette épreuve-là en restant efficace ou en restant quand même impliqué dans ton travail. Mm-hmm. Ben, c'est de ne pas oublier que on parle malheureusement dans nos organisations de ressources. Bon, une ressource humaine, c'est pas une table, c'est pas de l'argent. Non, c'est vrai. C'est un humain, c'est une personne qui a des sentiments puis qui est importante finalement. Donc, de prendre considération que c'est un humain qu'on a avec nous et avec qui on travaille. Puis ça se peut que la personne soit pas dans le bon fit dans l'organisation, mais comment je l'aide à la limite transiger vers autre chose. Là, parce que ça se peut, c'est pas un... Ne pas se fier qu'au CV, en fait. Oui, vraiment d'aller au-delà de ça, vraiment d'aller dans l'ensemble de l'humain, là, dans sa totalité. Là.
Parce que même pendant une entrevue, ça se peut que la personne soit intimidée par les gens, donc elle va répondre, puis elle veut la job. Oui. Ça se peut aussi. On l'a tout vécu, puis on l'a tout vu. Oui. La personne va tout répondre les bonnes affaires. Ça me rappelle quand je passais des gens en entrevue, je pouvais passer 1 heure avec eux. Et c'était pas la liste de questions, donne-moi tes qualités, donne-moi tes défauts. Je les accompagnais, je leur parlais, je savais qu'est-ce que j'avais besoin comme employé et au bout de la ligne, je faisais que leur parler et au bout de 15 minutes, il y avait justement ce relâchement-là et je voyais vraiment la personnalité. Est-ce que j'ai envie de travailler? Et je me suis rarement trompée. Ah, oui. Quand je me suis trompée, c'est parce que je m'étais trop fiée au CV. Oui. Donc, puis ça, je crois pas être la seule à avoir vécu ça, de passer outre le CV. Donc, ouvrir nos horizons, ça aiderait peut-être aussi la main-d'œuvre qui est qu'on voit que les Vraiment. gens crient partout, qu'on manque de main-d'œuvre. Oui, Ouais, vraiment. Occupons-nous-en comme bon se doit quand on en a, par exemple. Oui. Hein? Oui, c'est vrai. Puis Et de connecter d'individu à individu de façon authentique, ben ça permet d'aller au-delà des préjugés aussi. Là, on parle de la difficulté, là, bon, Oui. des gens qui ont des noms plus ethniques ou qui ont des noms différents de Jean Tremblay, là, qu'est-ce qu'ils ont plus de difficulté à se trouver de l'emploi. Ben si on connecte de personne à personne, on peut aller au-delà du préjugé, puis voir vraiment si ça peut faire un bon fit dans l'organisation et dans l'équipe. Et des fois aussi de leur montrer s'il y a des manques, peu importe là, le type de CV qu'on reçoit, là, si on voit qu'il y a des connaissances de base et après ça, que le fit humain va avec Et là. l'entreprise, ben des fois, ça vaut la peine de prendre du temps et de leur montrer comment fonctionner au lieu de penser Oui. ça me rappelle dans un des documentaires que je vous ai parlé justement, Le bonheur au travail, qu'il y avait un monsieur qui disait plus les entreprises contrôlent, plus elles vont perdre de l'argent et plus elles perdent de l'argent, plus elles veulent le contrôle. Donc c'est un cercle vicieux. Oui. Donc laissons l'argent de côté, puis le même principe pour la recherche d'emploi là aussi là. Oublions l'argent, pensons à ce qu'on veut faire pour être heureux dans la vie, puis je pense que c'est là où est-ce que on va en avoir de l'argent à un moment donné, là, ça va rentrer. Ça va suivre Ça inévitablement. va suivre. Puis il y a plein d'entreprises, dans des exemples que j'ai lus, qui justement disaient je vais être obligé de mettre des personnes à pied parce que l'entreprise est plus rentable. Des dirigeants prennent la décision de faire l'inverse, de dire OK, c'est plus rentable, mais je vais dire à mes employés ce qui s'en vient. Et avec eux, Oui. écoute, il y a des entreprises qui ont repris et même ont été chercher encore plus de bénéfices pour l'entreprise, C'est pas rare. plus de bénéfices financiers là, pour l'entreprise parce qu'ils ont impliqué les employés dans la décision. Puis il n'y en a Ah pas oui. eu de mise à pied. On là. est dans un bateau. L'émission passe vite. Et puis, je sais, j'aimerais ça, moi, parler de votre mouvement du bonheur au travail parce que on parle de comment faire tout ça, mais en même temps, j'aimerais qu'on vous connaisse encore plus. Votre mouvement bonheur au travail, qu'est-ce que c'est? Parce que vous vous impliquez dans le bonheur. Je vais revenir en arrière Vas-y. et je fais exprès. Allez-y. Il y avait beaucoup cette curiosité tantôt du co-créatrice de changement. Donc, moi, quand j'accompagne les organisations, je dis toujours que je veux partir d'où ils sont vers où ils veulent aller. Donc, j'ai aucune prétention d'arriver dans une organisation et d'avoir toutes les réponses, mais j'ai plutôt 2 oreilles, j'écoute et je demande aux gens, mais qu'est-ce que vous voulez faire et pourquoi vous voulez le faire? À titre de co-créatrice de changement, ben j'avais le goût d'un projet, puis le bonheur au travail m'interpellait pour diverses raisons et j'avais entendu beaucoup de gens s'éteindre autour de ça. Donc, je me disais, il y a quelque chose à faire. Et moi, en 2014, je crois, ou 2015, en tout cas, en février, j'avais fait une petite question dans le réseau LinkedIn, dans le réseau professionnel, et j'étais vraiment surprise de voir l'impact, le nombre de personnes qui ont répondu à ça. Et là, on se dit toujours, c'est utopique, mon histoire, ça n'a pas de bon sens, mais je me suis mise à en parler autour de moi pour me rendre compte que, crème, je suis pas toute seule à avoir cette préoccupation-là. Je suis pas la seule à me dire, il y a quelque chose à faire autour de ça.
Mais ça se peut-tu? Et à titre de co-créatrice, ben, je me suis dit, non, je fais pas un projet tout seul. Je vais le faire en équipe avec d'autres entrepreneurs qui ont ces mêmes préoccupations que moi. Donc, oui, il y a Geneviève qui est conseillère d'orientation, mais on a Patrimoine RH qui est avec nous aussi. On a Denis Delbois, lui, qui est dans le coin de Sherbrooke. On avait fait un lien aussi avec la fabrique Spinoza qui est en Europe. On a fait un lien avec l'Université Laval, le SPLA, qui a écrit un livre, Le bien-être au travail. Aussi Fortement avec recommandé l'UQAM. d'ailleurs. Aussi avec l'UQAM, à Montréal, Oui, tout à fait. le service de placement de étudiant. carrière de l'UQAM. Donc, et à divers moments, ces gens-là, ben, il y a d'autres mêmes entrepreneurs qui étaient avec nous, qui quittent pour diverses raisons, parce qu'on fait ça tous sur notre temps, finalement. Donc, et de créer ce mouvement-là, ben, on n'a aucune prétention d'être les meilleurs là-dedans. Donc, notre groupe s'appelle Bonheur au travail, co-créé pour co-sautiller. Donc, ensemble, est-ce qu'on peut sautiller et co-créer autour du bonheur au travail? C'est notre souhait. Donc, c'est pour ça qu'on a créé un groupe pour l'instant Facebook. Là. Ben, parlons-en de s'outiller. C'est quoi votre approche avec le mouvement? Comment vous... Bien, notre mission est vraiment de sensibiliser les employeurs et les employés au développement pour maintien de la culture du bonheur au travail. Puis c'est pas non plus de viser à entrer au travail le lundi matin en gambadant et en lançant des fleurs de partout. Mais c'est vraiment de trouver des façons. Fun, par exemple. Puis ce qu'on fait, c'est comme on dit, co-soutiller, co-créer pour co-soutiller. Ben c'est qu'on crée des occasions d'échange en fait. On veut favoriser les échanges entre les gens qui partagent des trucs, qui partagent des façons de faire qu'ils ont fait. Donc, jusqu'à maintenant, on a fait un sondage en ligne, comme j'en ai parlé tout à l'heure. On a aussi créé un événement le 20 mars dernier qui était dans 3 villes simultanément. Le 20 mars, c'est la Journée internationale du bonheur. Oui, tout à fait. Plus, oui. Donc, à Québec, à Sherbrooke et à Montréal, en simultané, on avait un événement de co-création au niveau du bonheur au travail. On avait 4 questions sur lesquelles les gens étaient interpellés. Un milieu d'échange. Oui, on a fait des échanges avec les gens là, autour du bonheur au travail. C'est ça, qui mettaient leur avis, qui mettaient leurs idées, leurs opinions là-dessus. Et on est en train encore de colliger tout ça là, pour diffuser les résultats. Mais on a eu des belles réflexions dans tout ça. Cette année, ben là, on s'est dit, c'est le tour des entreprises. Il y en a qui se préoccupent, tu en as nommé une tantôt, des entreprises qui déjà se préoccupent de comment je peux changer le milieu de travail, d'impliquer mes gens. Donc, on fait un concours. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est faire rayonner des entreprises qui se préoccupent du bonheur au travail et du comment ils s'en préoccupent. Mais pour vrai, pas rayonner pour faire de la promo. On veut des vraies entreprises. Ben, non, ça fait toujours une promo aussi de savoir, mais puis on le cache pas, mais en même temps, pourquoi pas? On veut faire rayonner ces choses-là. Là. Mais en tout cas, je vais vous envoyer Régitex. Ça a l'air on va les interpeller. Ça a l'air d'être pas pire. Sincèrement, là, on cherche des entreprises qui ont des belles initiatives à partager. Oui. Puis le but, c'est de faire connaître vos expériences pour en inspirer d'autres. Puis il n'y a pas de recette unique, là. Ça, on peut parce se le que dire. chaque entreprise est unique. Tout à fait. Puis avec des individus, la composition de la main-d'œuvre n'est pas la même, le contexte de travail, les obligations. Fait qu'il n'y a aucune recette qui peut être applicable partout. Par contre, il y a des choses dont on peut s'inspirer, il y a des choses... Des façons de faire. Des façons de faire, tout à fait. Donc, c'est vraiment ce qu'on veut créer. Alors, si vous avez des belles initiatives dans vos entreprises, contactez-nous, ça va nous faire plaisir de vous mettre en lumière pour sur partager notre page avec Facebook, il y a le petit formulaire là, du concours. Donc, si vous connaissez des entreprises... Je vais mettre le lien sur la page des différents pour que ça se propage encore plus. Et sur l'intimidation au travail en même temps, je vais partager parce que c'est une très belle initiative. Là, c'est sûr et certain qu'il y a des chances que ce soit plus les employés qui vous envoient les candidatures de leur employeur, parce que s'ils sont bien, ils devraient vouloir le dire aux autres autour. Mais sinon, quand on est... moi, je parle aux auditeurs. Il nous reste quelques minutes. Les auditeurs, qu'est-ce qu'on peut leur dire concrètement pour leur donner un espoir, leur donner... Tu sais, admettons, on est en train de se faire écouter par quelqu'un qui est au bureau, qui se pose la question, mais qu'est-ce que je fais ici? Mais j'ai peur de manquer d'argent. J'ai peur. C'est souvent la crainte de quitter un emploi, c'est souvent l'argent. Moi, j'irais, dans un premier temps, parlez-en.
Oui. Parlez-en, dans le sens, parlez-en à votre employeur, parlez-en autour de vous. Est-ce que les gens sont heureux avec... Tu sais, je pense que c'est un point de départ de se dire, hey, je suis pas bien au travail, il se passe quelque chose, ou Oui. puis même l'employeur, tu sais, si vous êtes employeur, ben l'inverse, est-ce que mes employés sont bien, puis pourquoi ils sont bien? Mais je pense qu'on le sait et on le sent quand les gens sont bien. Donc moi, je dirais, le premier pas à faire, c'est d'en parler. Tout à fait. Puis comme je vous nommais tantôt, moi, au début, je me trouvais un peu utopique ou flower power, mais en même temps, on se rend compte que on passe énormément de temps au travail, donc c'est important qu'on y soit bien, puis on se rend compte que d'en parler, ben on suscite énormément de discussions. Donc juste Oui. ça, je trouve que c'est un super beau point de départ. Là. Exactement. Puis Nathalie, tout à l'heure, a mentionné le livre de nos collaborateurs là, de l'Université Laval, Au travail, ça roule, qui vient des éditions Oui. Septembre. Dans ce livre-là, il y a toutes sortes de trucs. C'est vraiment un livre qui est axé sur la pratique, sur il y a des exercices tant pour les employeurs que pour les employés. Puis ça peut donner vraiment une belle première piste de réflexion, bien, une belle piste de réflexion tout court, mais ça peut amorcer votre mesure de votre bien-être au travail. Puis s'il y a un malaise, prenez le temps de vous pencher sur la question. Vous n'avez pas à endurer d'être mal au travail, d'être malheureux. Ça peut nous aider dans la démarche, dans un commencement de démarche, Vraiment. au moins. Puis aller chercher de l'aide, les conseillers d'orientation, on est là pour ça. Il y a plein de ressources aussi, Oui. bon, au niveau de l'intimidation, comme Mélanie le mentionnait, des conseillers en ressources humaines aussi qui peuvent venir aider dans vos entreprises. Allez chercher de l'aide. Vous pouvez pas être expert en tout, mais vous n'avez pas à endurer la souffrance. Ben, mesdames, merci beaucoup. On est déjà rendu à la fin de... Ça a Ça passé passe vite. Ah, ça, c'est toujours ce que On parle je dis à de chaque sujets fois. passionnants. Mais c'est passionnant. On vit beaucoup au travers de notre travail. Oui, notre vie personnelle, mais le travail prend énormément de place quand même. Et Oui. c'est normal qu'on s'y attarde Tout à aussi. On essaie de s'épanouir, on veut se réaliser au travers nos choses. Ben, il y a aussi, oui, il y a la vie familiale, il y a la vie personnelle, mais il y a le travail aussi qui en fait partie. Puis on peut avoir du plaisir. Ben oui, ça se peut. Oui, c'est possible, c'est Ça se peut, il réaliste. suffit de trouver une entreprise ou sinon, ben, démarrez-la, votre entreprise. Moi, je vous lance ce défi-là si vous voulez. Nathalie Fortin, co-créatrice de Changement et Geneviève Gagné, conseillère en transition de carrière. Merci beaucoup, mesdames. C'est un Et plaisir. je vais mettre tous les liens sur la page Facebook. Super. Les différents. Merci beaucoup. Merci pour cette entrevue. Oui, merci beaucoup pour cette entrevue. J'espère qu'on a inspiré des gens. J'espère, oui. J'espère. On le souhaite bien fort. Puis- Parlez-en. C'est tout ce qu'on veut. Merci. On finira pas cette émission-là. On va en mettre une autre heure. À un moment donné, on remettra une autre heure, justement, en parlant de bonheur au travail. Je suis certaine que vous avez beaucoup de questions. C'est déjà terminé pour cette semaine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un autre sujet. Et juste avant de terminer l'émission, j'aimerais ça vous dire, s'il y a quoi que ce soit dans votre travail qui fonctionne pas, posez-vous la question en premier. Est-ce que c'est mon portefeuille ou ma santé qui passe en premier? Et je pense que vous allez avoir la réponse assez facilement. Pensez à votre santé en premier. Le travail, il va en avoir. Comme on disait ou comme on dit aussi à chaque premier de l'an, avec le travail, on peut tout faire après ça. Avec la santé, on peut tout faire après ça. Ben, gars, je te souhaite du travail. Ben, ça se dit, puis c'est vrai aussi. Donc, misez sur votre santé à vous, santé psychologique, santé physique, puis après ça, ça va bien aller. Et ben, je vous invite justement là, à la page intimidation au travail, s'il y a quoi que ce soit, si vous voulez vous informer sur les règlements, tout ça, qui ont rapport avec la CNES. Donc, je vous invite bien humblement. Donc, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre différence. Bye bye.